Lucas Manget, pour bien comprendre ce nœud logistique, ça veut dire que si jamais la Russie s'emparait de Pokrovsk, ça voudrait dire qu'on ne pourrait plus aller ravitailler notamment le front, ça veut dire qu'on ne pourrait plus déplacer certains soldats, en tout cas ne plus utiliser toutes ces lignes, ces voies de chemin de fer et ces routes. Ah, ça serait une défaite terrible pour l'armée ukrainienne et pour l'Ukraine, dans le sens où effectivement ça déstabiliserait largement le front ukrainien et permettrait à la Russie de, comme le disait Aurélien, d'avancer et de se rapprocher de Kramatorsk et de verrouiller d'une certaine manière une ligne de front qui deviendra assez difficile à bouger, peut-être en vue de négociations futures, mais qui permettra d'annexer militairement, non pas politiquement, mais militairement, toute cette partie du Donbass. On a l'impression que des deux côtés en ce moment, à Kiev et à Moscou, il y a une espèce d'option sacrificielle, c'est-à-dire de se dire les Russes ne lâchent pas Pokrovsk, contrairement peut-être à ce qu'on a imaginé au départ en se disant ils vont redéployer leurs troupes vers Koursk pour essayer de sauver ce tout petit bout de Russie que les Ukrainiens ont pris. Et de la même manière, les Ukrainiens n'ont pas tellement d'autre choix peut-être que de sacrifier une fois de plus un morceau de territoire qui est celui de Pokrovsk en disant on ne peut pas abandonner ce qu'on est en train de faire, qui est symboliquement et en termes à la fois militaires, en termes stratégiques et en termes de communication extrêmement important sur le territoire russe. Donc des deux côtés, il y a une espèce de sacrifice de deux entités géographiques en se disant on verra après. Mais l'avancée russe à Pokrovsk et qui permettrait éventuellement de verrouiller cette partie du Donbass est quand même à long terme extrêmement inquiétante pour les Ukrainiens. Jean de Glignasti, la preuve que Vladimir Poutine n'a toujours pas lâché cet objectif d'obtenir tout le Donbass et les 4 oblasts dans leur intégralité. Oui, bien sûr, ce qui a été dit est parfaitement exact. Il y a peut-être un élément de plus, c'est que la prise de Pokrovsk et de Kramatorsk, s'ils y arrivent, c'est peut-être un effondrement du front ukrainien. C'est-à-dire qu'ils ont des grandes ambitions. Vous employez le terme effondrement du front ukrainien. Oui, parce que ça peut aller en tout cas sur le Donbass, c'est clair. Oui. Parce que ça fait partie de la doctrine militaire russe. C'est-à-dire ils poussent, il y a un point de faiblesse, ils cassent. Et à ce moment-là, ce qui était bloqué pendant des mois et des années, à ce moment-là risque de s'effondrer. C'est ce qui est arrivé en 1918 quand la contre-offensive alliée contre les Allemands. Les Allemands étaient à l'offensive 6 mois avant, offensive Ludendorff, et 6 mois après, le front allemand explosait complètement et c'était la paix. Ils ont ça en tête, les Russes. Mais donc Aurélien Duchesne, est-ce que vous diriez qu'on est à un tournant dans cette guerre? C'est vrai que c'est un mot qu'on emploie régulièrement depuis le début de cette guerre en Ukraine, mais est-ce que là, véritablement, il y a quelque chose qui peut basculer si Pokrovsk tombe? Alors là où on peut nuancer l'idée d'effondrement, c'est que déjà, dans les fois on a employé l'expression, on a dit à l'automne 2022, le front russe va s'effondrer dans les prochaines semaines. Quelques mois à peine après, on était à dire que le front ukrainien allait s'effondrer parce qu'ils avaient perdu Barmout, parce que ensuite ils avaient échoué leur contre-offensive. Le terme d'effondrement n'est peut-être pas pour tout de suite. En revanche, quand vous regardez par exemple les Ukrainiens avec les moyens limités qui sont les leurs, ils ont mis l'équivalent de 10 à 15 000 hommes par exemple dans leur raid ou plutôt leur incursion vers Koursk. De l'autre côté, ils sont confrontés à un problème croissant, d'une part une pénurie d'hommes, avec par exemple un manque de turnover, donc de remplacement des unités. De l'autre côté, les Russes, qui sont à 450 à 550 000 hommes environ sur le territoire ukrainien, peuvent faire davantage de rotation d'unités. Ils ont des soldats qui sont certes parfois moins combatifs et moins motivés à se battre que les Ukrainiens qui se battent pour leur survie, mais dans des endroits comme le Donbass, ils ont l'avantage du nombre. Enfin, et là ça peut jouer pour le coup en faveur des Ukrainiens dans les semaines qui viennent, les Russes sont en train d'envoyer 5000 soldats pour aller défendre le territoire souverain russe du côté de Koursk. On parle de 15 à 20 000 soldats russes qui seraient prélevés sur les forces qui aujourd'hui se battent dans le Donbass. Ça peut acheter du temps aux Ukrainiens. Pourquoi? Parce que là, les Ukrainiens réussissent à faire aux Russes ce que les Russes voulaient faire aux Ukrainiens pendant l'offensive de Kharkiv. L'offensive de Kharkiv, les Ukrainiens, enfin les Russes, voulaient faire en sorte que les Ukrainiens soient obligés de prendre des unités qui se battaient dans le Donbass et de les mettre sur d'autres fronts. Et bien là, aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens qui arrivent à faire cela aux Russes. Et ça peut leur acheter des semaines très précieuses. Mais est-ce que les Ukrainiens ont les moyens de tenir sur 2 fronts? Est-ce que vous entendez dire, à Nathalie Schrin, vous qui êtes beaucoup en contact avec les Ukrainiens sur place, est-ce que vous les entendez dire que c'est
ça peut être une aberration d'aller attaquer sur plusieurs fronts, notamment en Russie, quitte à laisser une partie du Donbass. Je pense qu'ils n'ont pas trop le choix de trouver une autre tactique. Vu qu'il y a tellement de personnel, de soldats qui sont sur le front du Donbass, je pense qu'ils cherchent par tous les moyens à trouver une autre alternative. Moi, je pense que le front dépendra de l'armement qu'on va leur donner, parce qu'on a tellement promis d'armes aux Ukrainiens qu'on n'a pas encore livré. Peut-être qu'avec les avions qui arriveront à la fin de l'année, on ne sait pas. La guerre, c'est des conquêtes, c'est des victoires et c'est des défaites. Et c'est pas parce qu'on a perdu une ville que tout va s'effondrer. Et puis en plus, il va falloir tenir tout ce front. Oui, c'est ce que disait Aurélien Duchesne, il ne s'agit pas de n'importe quelle ville. Et oui, ça c'est sûr. Mais les Ukrainiens vont trouver autre chose. Hein. Moi, je me fais pas de mouron pour eux. Ils sont évidemment dans une position très 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 délicate dans le Donbass, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas. Ils ont ouvert le front à Koursk, mais je sais qu'il y a aussi pas mal de choses qui se passent en Crimée. Va-t-on savoir ? On ne sait pas trop ce qu'ils sont en train de prévoir. Mais encore une fois, les Ukrainiens, ce qu'ils demandent, c'est pas tant des hommes, c'est vraiment des armes. À partir du moment où ils auront plus d'armes et la capacité de taper plus fort et plus loin pour supprimer les lignes d'acheminement d'armes des Russes, je pense qu'ils ont une chance. Donc il faut pas ils sont en train de prendre des libertés. Exactement, il faut pas être défaitiste. Encore une fois, nous on est en train de défendre notre terre. On n'a pas le choix. Alors qu'en face, les Russes, ils y vont, ils se font massacrer. Ils ont toujours pas compris que c'était déjà une défaite pour eux. Enfin, je veux dire, voir le carnage que c'est pour les Russes, j'espère qu'il y aura quand même une prise de conscience. Et non, on n'est pas défaitiste. On va continuer. C'est extrêmement dur. Nous, on n'y est pas. On peut pas savoir ce qui se passe, mais je suis persuadée qu'ils vont tenir jusqu'à la fin parce qu'on n'a pas le choix.